Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de votre journal en ce dimanche 24 mars. Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte aujourd'hui. Nous reviendrons sur les célébrations en principauté à l'occasion des Rameaux, une des 12 grandes fêtes du christianisme. Et puis comme chaque année, les commissaires de piste de l'Automobile Club de Monaco sont formés pour assurer la sécurité lors des Grands Prix. Nous verrons comment se déroule cette journée de formation. Retour ensuite sur le Monaco Women Forum qui avait lieu ce vendredi, une 7e édition articulée autour des innovations numériques. Et enfin nous parlerons cinéma avec le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, Vincent Vatrican. Il nous présentera Solaris, le prochain film à l'affiche des mardis du cinéma. Mais avant de développer ces titres, revenons sur le bal de la Rose qui avait lieu hier soir au Sporting d'hiver. Le thème était la disco et le directeur artistique de cette soirée, Christian Louboutin, incarnait parfaitement cette époque avec une perruque afro XXL. Cette édition marquait surtout le retour après 10 ans d'absence de la princesse Charlène qui est arrivée aux côtés du prince souverain et de la présidente de la soirée, Son Altesse Royale la princesse de Hanovre. DJ Kiddy Smile et Gloria Gaynor assuraient l'ambiance musicale pendant que Stéphane Bern animait lui la tombola organisée en faveur de la fondation Princesse Grace. Un bal qui s'est terminé par définition par quelques jolis pas de danse. Nous sommes entrés aujourd'hui dans la Semaine Sainte, marquée par le dimanche des Rameaux. Justin Hadel et Lionel Bernardi se sont rendus à l'église Saint-Nicolas afin d'assister aux célébrations de cette grande fête chrétienne, de la procession à la messe en extérieur. Reportage. Environ 300 personnes se sont rassemblées pour vivre cette procession qui rappelle une étape importante dans la vie du Christ. On fête l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Ça rappelle justement cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc c'est pourquoi nous reprenons donc, ce qui a été fait. Nous acclamons notre roi. Donc ce roi de gloire qui ensuite va être malheureusement rejeté par tout le monde et ensuite va subir sa passion. Partis de l'église Saint-Nicolas, les fidèles ont rejoint la roseraie. Là-bas, une bénédiction des rameaux a eu lieu, le tout avant de rejoindre à nouveau le parvis de l'église. C'est ensuite à l'extérieur qu'une messe est organisée. La mobilisation est importante. Pour beaucoup, le dimanche des Rameaux est un incontournable. Aujourd'hui, on prépare les rameaux, donc pour la fête des Rameaux, avec les oliviers qu'on a pris dans le parc juste derrière. Et donc après, ça va être pour la célébration. Chacun peut prendre son rameau et peut donner une petite participation pour la paroisse. J'en ai pris un certain nombre pour chez nous et puis après pour les distribuer autour de nous. Il y a des personnes âgées qui malheureusement ne peuvent pas aller à la messe. Donc c'est une manière aussi dans nos familles de les transmettre et de les distribuer pour qu'ils portent le bonheur dans chacune des maisons. Ça rassemble les gens. C'est une assez grande fête. On ne va pas dire que c'est la cérémonie la plus importante de l'année. Par contre, ce que je remarque, c'est que c'est sûrement le matin où il y a le plus de monde à la messe. Un moment qui rassemble, notamment en famille. Pour la paroisse Saint-Nicolas, comme toutes les autres, c'est le début d'une longue et importante semaine, la Semaine Sainte, celle qui retrace les derniers jours du Christ. Pendant tout le week-end, l'Automobile Club de Monaco organisait le traditionnel stage des commissaires de course sur le site de Fontvieille. Une remise à niveau générale avec cette année une particularité, un nouvel atelier totalement inédit. Justin Hadel et Arnaud Humbert se sont rendus sur place. Vu l'accident, on va sortir avec le plateau. On la soulève, on la pose sur le plateau, on la met en zone de bruitage et après on évacue. 10 ateliers à effectuer pendant 2 jours. Ce passage est obligatoire pour prétendre être commissaire lors des Grands Prix en 2024. Et des prétendants, il y en a. Chaque année, on a un recyclage de l'ensemble des commissaires. Ça part depuis le nouveau jusqu'au directeur de course. Tout le monde est recyclé et réévalué. Donc on attend 604 personnes. Il y aura quelques absents, dont dans les 604, il y a 44 nouveaux. Tous doivent faire preuve de réactivité, mais surtout de lucidité. Du brancardage en passant par les incendies et les interventions en tout genre, toutes les possibilités sont envisagées. Pour cela,
Une première mondiale, une voiture presque identique à la réalité. Sur une demande du président l'année dernière, nous avait été suggéré d'animer un peu plus. On était un peu sur des anciennes voitures que vous allez voir, qui sont des formes de voitures pour être manipulées, mais là, il voulait que ce soit plus vivant. Donc on s'est penché avec une équipe sur qu'est-ce qu'on peut faire. On a trouvé une ancienne Formule 3, qu'on a relookée complètement, style Formule 1, avec toutes les technologies actuelles. Les feux de sécurité en cas de crash, on a créé un halo et on a fait différents scénarios possibles d'intervention pour nos commissaires et s'entraîner là-dessus. Les mises en situation sont tirées au sort grâce à un système informatique. Les commissaires se retrouvent à chaque fois face à une situation aléatoire. Pour rendre l'immersion encore plus réelle, des bruits de voitures sont diffusés et un kart électrique circule autour de la zone pour simuler le passage de voitures. Le but, pousser la vigilance au plus haut pour garantir la sécurité de tous. En attendant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le paddock était ce week-end en Australie où Ferrari a réalisé le doublé avec la victoire de Carlos Sainz suivi par Charles Leclerc. Parti en pole position, Max Verstappen a dû abandonner au 4e tour à cause d'un incident mécanique. Opéré il y a 2 semaines pour une appendicite, Carlos Sainz signe un retour fracassant au volant de sa monoplace. Le prochain Grand Prix, ce sera le 7 avril à Suzuka au Japon. L'A1 Padel Monaco Master s'est clôturé ce dimanche dans les jardins du Casino. Sous les yeux du prince souverain, la paire Aguirre-Alfonso s'est imposée en 2-7, 6-4, 6-3 face à leurs compatriotes numéro 1 du circuit, Arcesimo et Dal Bianco. En bref, toujours, le Stade Louis II accueillait ce samedi les 45e Jeux des petits États d'Europe d'haltérophilie. Parmi les 8 nations participantes, plus le club de Saint-Marcellin invité par l'AS Monaco, le club de la Principauté a terminé 6e. Le titre revient à l'Islande, suivi de Malte et de Chypre. Cette semaine était marquée politiquement par la prise de fonction du nouveau conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Pierre-André Chiappori a reçu une équipe de Monaco Info pour évoquer la feuille de route que lui a confiée le prince Albert II, mais aussi les dossiers d'actualité et la façon dont il entrevoit ce rôle de conseiller de gouvernement. Lui qui a longtemps enseigné outre-Atlantique, notamment dans la prestigieuse Université Columbia à New York. Il est interviewé par Patricia Navarro. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. C'est plus ou moins un retour au pays. Alors, vous n'avez jamais été vraiment loin, mais vous avez mené une grande partie de votre carrière aux États-Unis, à l'Université de Columbia. C'était le bon moment pour accepter une telle mission ? Disons que, du point de vue universitaire, j'étais dans une carrière universitaire effectivement bien engagée. Je ne suis plus tout à fait un jeune homme. Mais surtout, le souverain m'a demandé de venir exercer des fonctions. Et disons que malgré ma carrière en France, aux États-Unis, ailleurs, je suis monégasque et je suis très heureux d'avoir l'occasion de servir mon pays. Alors l'actualité est telle que vous entrez en fonction alors que c'est joué une course contre la montre pour répondre aux exigences de Monéval. Vous avez suivi de près l'élan, la mobilisation générale en principauté pour parvenir à répondre à ces exigences ? Absolument. Je dois dire que la réaction de l'administration a été extrêmement vigoureuse. Il est vrai qu'un retard avait été pris, mais les mesures qui ont été engagées au cours de la dernière année ou des derniers 2 ans sont tout à fait spectaculaires. Et donc je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie et que nous avons fait sur cette voie des avancées qui sont vraiment, vraiment importantes. Mais aujourd'hui, pour parler très concrètement, qu'est-ce qui est redouté ? C'est éventuellement un placement dans la liste grise du GAFI et quelles pourraient en être les répercussions ? Alors, il faut bien comprendre ce qu'est la liste grise du GAFI. Techniquement, ce n'est pas du tout une sanction, c'est quelque chose comme une surveillance renforcée. Nous étions déjà dans un statut de surveillance spéciale. La liste grise suppose un renforcement encore plus aigu de cette surveillance. En pratique, s'il devait y avoir mise sur liste grise, et j'espère que ça pourra être évité, mais si cela devait se passer, cela signifierait que le GAFI nous indiquerait un certain nombre de points sur lesquels il considère qu'il y a encore quelques progrès à faire,
tout en reconnaissant, ça je l'espère et j'y crois vraiment, la qualité et l'importance des travaux qui ont été faits jusqu'à présent et des progrès qui ont été faits dans cette direction. Et à ce moment-là, on aurait un délai, disons, d'1 an, 1 an et demi, pour achever le trajet et ressortir de cette liste grise. Oui, donc l'objectif, ce serait effectivement sortir le plus rapidement possible de cette liste. Mais c'est vrai que ce qui est encourageant, c'est qu'il y a une task force qui s'est mise en place. Alors l'objectif serait de ne pas y entrer si possible, sinon d'en sortir le plus vite. Il y a une task force, et je dois dire que la task force est d'excellente qualité. Il y a, ce qui me frappe vraiment, j'ai pris mes premiers contacts avec cette administration et avec l'ensemble de l'administration monégasque, il y a une vraie unité. Nous sommes tous convaincus de l'importance de l'enjeu et nous sommes tous prêts à nous engager sans réserve dans cette direction, avec une excellente coordination. Et d'ailleurs, la réunion du GAFI qui va avoir lieu à Istanbul, la réunion qui va, dans une large mesure, décider du résultat, c'est une réunion à laquelle participeront l'ensemble des services impliqués. Et nous avons mis en place toute une procédure de coordination pour nous préparer à cette réunion et pour nous assurer que nous sommes au mieux sur chacun des points envisagés. Alors voilà pour l'actualité immédiate, mais au-delà de ce point majeur, quelle est la nature de la feuille de route que vous a confiée le souverain ? Le souverain est conscient que Monaco se situe quelque part à un moment stratégique. Nous avons vogué sur un certain nombre de ressources, notamment dans l'immobilier. Nous avons engagé depuis quelque temps déjà des actions de diversification. Nous travaillons beaucoup sur l'attractivité. C'est cette direction qu'il va falloir poursuivre, approfondir. Et la relation avec les autorités monétaires, le GAFI, mais aussi l'OCDE, le cas échéant le GRECO, c'est simplement des étapes dans cette évolution générale. Et ma feuille de route, c'est d'accompagner et dans une certaine mesure d'influencer, mais encore une fois, c'est un travail d'équipe, cette évolution. Vous avez mentionné l'attractivité, vous faites partie du conseil scientifique du CSA. L'attractivité, cela passe par des messages, des signaux envoyés à des entrepreneurs, mais également à de possibles résidents. Comment la concevez-vous, cette attractivité nécessaire, réelle aujourd'hui, avérée, mais qu'il faut faire perdurer ? Alors, d'abord, comme je l'ai dit, c'est une activité et c'est une réflexion qui est en cours depuis longtemps. Donc je n'arrive pas pour tout changer et repartir à zéro. Au contraire, je veux me situer dans la continuité de ce qui a été fait. Il y a tout un aspect communication, faire connaître, faire passer les messages, etc. Mais pas seulement. Il faut réfléchir, y compris dans le détail de certaines mesures législatives, de certains accompagnements, y compris par la direction des finances. Il faut réfléchir à tout ce qui peut rendre Monaco attractif. Je dirais tout ce qui peut faire que des gens, des innovateurs, des créateurs, des gens qui ont quelque chose à apporter à la collectivité puissent se sentir bien, se sentir chez eux à Monaco. Et je pense que c'est ça l'objectif qu'on doit viser. On connaît la résilience de l'économie monégasque, on connaît aussi sa très belle santé, que beaucoup de pays nous envieraient. Mais vous, comment envisagez-vous ce rôle, cette mission plus particulièrement ? Parce que oui, tout va bien, mais il faut que tout continue à aller bien. Est-ce que cela passe aussi par des projets d'envergure ? Alors, on sait que certains vont s'achever dans les mois qui viennent. Il y a l'extension en mer, il y a de grands chantiers, notamment l'hôpital. Ce sont des points sur lesquels vous allez tout particulièrement porter votre attention ? Alors d'abord, sur la bonne santé de l'économie monégasque, on me demande souvent, mais notamment mes confrères français, américains, etc., universitaires d'ailleurs ou non universitaires, me demandent souvent quel est l'endettement de la principauté monégasque. Et ma réponse favorite, c'est de dire l'endettement est égal à 100% du PNB, mais avec un chiffre moins, parce que non seulement on n'a pas d'endettement, mais on a un fonds de réserve constitutionnel qui a été constitué par l'accumulation des surplus passés. Donc, pour le moment, la résilience est garantie et nous pouvons voir devant nous. Et c'est pour cette raison qu'à mon avis, c'est le moment d'entamer une réflexion sur les directions dans lesquelles nous voulons aller. Et ce que vous dites est profondément vrai. Nous avons un certain nombre de grands projets qui sont maintenant en cours d'achèvement,
qui vont, je pense, changer profondément la société monégasque et l'économie monégasque. Mais quelque part, il faut regarder au-delà, il faut se demander dans quelle direction nous allons aller. Alors, on travaille sur tout un tas de dossiers. Vous pouvez voir sur ma table, là-bas, il y a des tas de cahiers empilés. Et ça doit être un travail sérieux, ça doit être un travail systématique. Je dois dire que les équipes qui m'entourent sont d'excellente qualité, donc j'ai une grande confiance, mais le volume de travail va être important. C'est pour ça qu'on est large. Merci, monsieur le conseiller, de nous avoir reçus alors que vous êtes entré en fonction en début de semaine. Je vous remercie. Ce vendredi après-midi a eu lieu la 7e édition du Monaco Women Forum, un rendez-vous destiné à reconnaître et distinguer des femmes originaires du monde entier dans leur domaine de prédilection. Regardez le reportage signé Juliette Rappert, Jérémy Crinchamp et Julien Philippot. Créé en 2021, le Monaco Women Forum a cette année pris place au Monte Carlo One pour accueillir 8 experts pour parler convergence numérique dans la cybersécurité, la finance, l'intelligence artificielle et la mobilité. Tous ces arguments sont liés à l'intelligence artificielle générative. Tout ça a donné une poussée incroyable et on est tous touchés par cette intelligence artificielle générative. Dès que vous avez une voiture qui a un GPS, vous êtes déjà connecté à l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de problématiques. Beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais comme dans tous les secteurs, il faut voir toujours comment va être utilisée. Une conférence de 2 heures sur les progrès grandissants de l'intelligence artificielle, débattue entre femmes, avec notamment la présence de Faustine Fleuret, présidente et CEO de l'ADAN, d'Emilie Allert, directrice du Luxembourg Blockchain Lab, ou encore l'informaticienne allemande Cordelia Schmidt, directrice de recherche à l'INRA et chez Google. Il n'y a pas assez de femmes qui sont présentes dans ces domaines. Et donc ça, je pense, Cynthia, elle a comme but de soutenir les femmes dans ce domaine et de voir comment et peut faire progresser. Et donc faire un Women Forum, c'est une manière de montrer en fait que les femmes sont tout à fait capables de traiter ce genre de problématiques. Un rendez-vous annuel pour honorer et mettre en lumière les réalisations et actions professionnelles de ces femmes venues du monde entier. Si vous êtes fan de street art, alors peut-être avez-vous déjà entendu parler des lignes de Jordan Saget. L'artiste a pour habitude de dessiner et rhabiller les rues de Paris à l'aide de sa craie. Mais ces derniers jours, c'est bien la principauté qui l'a décoré de son talent. Justin Hadel et Thomas Deus ont été à sa recherche. Suivez les lignes et au bout, vous trouverez Jordan Saget. Au jardin de la Petite Afrique, le street artiste parisien rhabille les allées sous l'œil amusé des passants, qu'ils soient petits ou grands. Là maintenant on va essayer de rejoindre cette ligne-là et cette ligne là-bas. Okay. Il fait des choses originales et belles. C'est quelque chose que je trouve exceptionnel, harmonieux, qui a des lignes et des courbes qui me plaisent énormément. Je trouve qu'il a un talent fou. Je l'imagine dans des lieux prestigieux, c'est le cas ici d'ailleurs. Je l'imagine sur des supports luxueux, de qualité. Et je trouve que ça s'intègre vraiment à des lieux magiques et des endroits magiques et des supports magiques. Invité par la Société des Bains de Mer à l'occasion de l'équinoxe du printemps, Jordan Saget en a profité pour décorer les vitres de l'hôtel Hermitage, habiller l'entrée du Café de Paris, mais aussi designer un œuf de Pâques. Ouais, ça c'est génial. Qui est vendu au One et on a pu faire une collaboration. L'œuf est magique. Et puis moi j'aime bien l'idée du chocolat parce que finalement les lignes c'est aussi les lignes du lien et l'œuf de Pâques c'est aussi le chocolat, c'est de partager. Donc toutes les collaborations, tout ce que je fais ici, pour moi ça a du sens et puis surtout ça m'éclate. Respectueux de l'environnement, l'artiste peint au blanc de Meudon. Fait à partir de craie, il est 100% biodégradable et peut tenir une dizaine de jours. Habitué des rues parisiennes où la pluie fait de son art une performance très éphémère, Jordan Saget se plaît à peindre sous le soleil, au rythme de ses rencontres avec les passants. J'ai encore plus ouvert les yeux pour aller chercher comment, dans un espace qui est déjà très beau, comment mettre les lignes pour que ça puisse faire résonner et que ça amène une touch qui soit qui sublimée. En fait, moi, je veux pas... j'y vais en finesse. Je trouve que c'est déjà très beau ici et je veux pas déranger. Je
je vais amener une petite touch de poésie, on la regarde, on ne la regarde pas, et simplement quelque chose de cet ordre-là. Ce n'est que le début de la collaboration entre la SBM et Jordan Saget. Les lignes de l'artiste vont bientôt venir couvrir le ponton du Monte Carlo Beach, en attendant d'autres initiatives à venir. Les mardis du cinéma de l'Institut audiovisuel de Monaco propose ce 26 mars le film Solaris d'Andrei Tarkovsky, un long-métrage récompensé par le prix du jury du Festival de Cannes en 1972. Au micro de Fabien Bonilla, Vincent Vatrican vous présente cette science-fiction. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on s'attaque à un film russe de science-fiction, Solaris, un film de 1972. Que peut-on dire de ce film ? Que c'est un chef-d'œuvre maudit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un film qui a été accueilli assez fraîchement à l'époque. Parce qu'il y avait eu Kubrick avant, ou ça n'a rien à voir ? En partie. C'est-à-dire Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est ça. Donc les gens avaient en tête ce film, qui remonte à 68 quand même, il faut le savoir. Celui-ci est de 72. Et donc, comme c'est un film qui se passe essentiellement dans le cosmos, on n'a pas manqué de faire le parallèle. On est plus dans une réflexion sur l'âme humaine que sur proprement parlé. L'exploration de l'univers. C'est ça. Donc le film a été fraîchement accueilli à Cannes. Il a pour autant reçu, si j'ai bonne mémoire, le Grand Prix. Mais le prix du jury. Le prix du jury, mais à cette époque, pour des raisons clairement diplomatiques. De quoi parle en quelques mots le film, moi qui suis très terre à terre, même si c'est un film dans l'espace ? Le film, compliqué de raconter l'histoire d'un film de Tarkovsky. C'est une planète qui s'appelle Solaris. Voilà, déjà. Une planète qui s'appelle Solaris, qui est enveloppée d'une sorte de magma océanique. Les chercheurs s'en sont approchés pour essayer de sonder ce que contient cette planète, et on comprend assez vite qu'elle produit un pouvoir déstabilisateur. Oui, parce que quand le héros arrive, les autres sont ou suicidés ou déprimés. Absolument, à telle enseigne. Donc on va chercher sur Terre un chercheur qui va rejoindre cette mission, et quand il arrive dans cette mission, effectivement, tout est totalement bouleversé. On ne sait plus trop, passé, présent ou peut-être futur proche, à quel endroit on se situe. Et entre ce réel et cet imaginaire, il y a une forme de mélancolie qui s'installe, qui est vraiment je trouve une des caractéristiques du film, et qui pousse le spectateur à s'interroger sur les vraies valeurs. Quelle serait justement la morale de l'histoire ? Je dirais ramener les choses à une dimension humaine. Et c'est ce qui est assez fascinant dans le film, c'est qu'il faut peut-être aller le chercher. C'était déjà le cas pour 2001. Sans doute à l'autre bout de la galaxie, et en ramener quelque chose qui nous fasse repenser à qui nous sommes, et peut-être à des comportements plus simples, plus honnêtes et dénués de tout intérêt. C'est un film qu'il faut aller voir. Absolument. Allons voir donc Solaris. Merci Vincent. Merci Fabien. Я Кельвин, психолог. Насколько я вижу, вы меня не ждали? Он понимает, что все будет зависеть от его первого сообщения со станции. Если увидите нечто необычное, ни меня, ни Сарториуса, старайтесь, держите себя в руках. Галлюцинации. А кто приходил? Она умерла 10 лет тому назад. То, что ты видел, материализация твоего представления о ней. Крис меня любит. Хочет мною живой. Да вы не женщина и не человек, а вы только ее повторение. Rejoignons désormais Justin Hadel pour les prévisions météo de ce début de semaine qui risque de se gâter, n'est-ce pas Justin ?
Effectivement Yannick, pour commencer la semaine, de grosses perturbations devraient nous rappeler que les beaux jours, ce n'est pas pour tout de suite. Si toute la journée devrait rester ensoleillée, un brouillard restera assez présent, le tout avant l'arrivée massive de nuages au moment du coucher de soleil et même de la pluie dans la nuit. Rassurez-vous, niveau température, ça ne bouge pas, 10 à 16 degrés tout au long de la journée. La mer, elle aussi, reste fixe avec ses 15 degrés. Le soleil se lèvera à 6h21 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 18h50. Humbert, demain, c'est votre jour. Et ce lundi 25 mars est également marqué dans le calendrier chrétien par l'Annonciation, le jour où l'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie sa grossesse miraculeuse. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la séquence flashback, tout ce qu'il s'est passé à cette même période les années précédentes. Passez une excellente soirée, à bientôt.